Salut tout le monde! On plonge directement dans le vif du sujet aujourd'hui avec cette présentation et explication de la méditation 5 de René Descartes. On va se le dire, c'est l'un des textes les plus fascinants de toute l'histoire de la philosophie. On va décortiquer ensemble, étape par étape, comment ce grand penseur du 17e siècle réussit à définir l'essence même des choses matérielles. Au fond, c'est un véritable voyage intellectuel qui nous force carrément à repenser la nature de la réalité qui nous entoure. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous une question qui donne un peu le vertige. Qu'est-ce qui est vraiment réel? Si on adopte la méthode ultra-radicale de Descartes et qu'on suspend un instant absolument tout ce qu'on croit savoir, si on doute même de la solidité de la chaise sur laquelle on est assis en ce moment, qu'est-ce qui reste d'absolument certain? C'est vraiment cette interrogation puissante qui va guider toute notre réflexion d'aujourd'hui. Alors, pour garder le cap, voici notre plan de match. On va passer par la 5e méditation, l'essence des choses matérielles, le fameux triangle de Descartes, les vérités immuables, pour finalement aboutir à la géométrie et l'existence divine. On attaque tout de suite avec le premier point, la 5e méditation, ou comment échapper au doute. L'objectif principal ici, c'est d'aller chercher une certitude absolue, indubitable, sur le monde matériel. Et le coup du génie de Descartes, c'est de dire on va s'éloigner complètement des illusions de nos sens. On a tous déjà cru voir une forme dans la pénombre, qui s'est avérée être complètement autre chose. Pas vrai? Nos sens peuvent nous jouer des tours. Donc, pour trouver la vérité pure sur la matière, on ne peut tout simplement pas faire confiance à nos yeux ou à nos mains. Il faut se fier uniquement à notre intellect. Ce qui nous amène à notre deuxième section, l'essence des choses matérielles. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand on dépouille complètement les sens? Pensez-y une seconde. Si on enlève la couleur, l'odeur ou la texture d'un objet, qu'est-ce qui reste véritablement? Eh bien, il reste ce que les philosophes de l'époque appelaient la quantité continue. Descartes réalise que la seule chose hyper claire et distincte que notre esprit capte de la matière, c'est son extension. Une chose matérielle, ça prend de la place, ça s'étend en longueur, en largeur et en profondeur. C'est ça, la caractéristique fondamentale, bien avant tout le reste. Et à partir de cette idée d'extension, on peut dresser une vraie petite liste d'attributs logiques. On a la longueur, la largeur, la profondeur. Oui, mais on peut aussi y attacher une figure, imaginer un mouvement dans l'espace et attribuer une durée à ce mouvement. Ce sont des données purement mathématiques. Notre cerveau comprend ça parfaitement, de façon quantitative, sans même avoir besoin de faire intervenir nos 5 sens. Passons maintenant au troisième point, notre meilleure pièce à conviction, le fameux triangle de Descartes. Pour bien comprendre sa démarche, écoutez bien cette citation exacte tirée du texte. Il ne laisse pas néanmoins d'y avoir une certaine nature, ou forme, ou essence déterminée. Ce que ça veut dire, c'est monumental. Si on imagine un triangle, même s'il s'avérait qu'il n'existe absolument aucun triangle physique dans tout l'univers, la nature même de ce triangle, son essence, elle demeure absolue, intacte et éternelle dans notre esprit. Donc, on peut prouver des choses concrètes sur ce triangle. On sait que la somme de ces 3 angles équivaut toujours à 2 angles droits et que son plus grand angle est soutenu par son plus grand côté. Et Descartes insiste beaucoup là-dessus. On n'invente pas ces propriétés-là un beau matin. On ne les fabrique pas par caprice. On les découvre à l'intérieur de notre propre esprit. Elles s'imposent à nous avec une évidence aveuglante. On arrive donc à notre 4e section, les vérités immuables, celles qui sont indépendantes de notre esprit. C'est là qu'on voit vraiment la différence. D'un bord, on a les idées sensorielles. Si on dessine un triangle sur un bout de papier, le trait va être imparfait, l'encre va baver, c'est l'imperfection typique du monde physique. Mais de l'autre bord, on a les idées innées. Le concept géométrique du triangle, lui, y est d'une perfection absolue, c'est éternel. Ces concepts mathématiques-là sont de véritables vérités immuables, et on y accède par une pure introspection. Et attention, vu qu'on peut concevoir ces propriétés si clairement, elles sont indéniablement quelque chose. Descartes s'oppose farouchement au concept du zéro absolu ici, ce qu'il appelle le pur néant. Puisque tout ce qui est vrai est quelque chose et qu'il est impossible de nier la vérité géométrique d'un triangle, alors ces idées innées possèdent une réalité objective indéniable. Elles ne viennent pas de rien. Ce qui nous propulse vers la 5e et dernière partie de notre explication, la géométrie et l'existence divine. La grande conclusion de Descartes. Dans l'abrégé du texte, Descartes fait un lien incroyable qu'on ne voit pas venir. Suivons sa logique. Étape 1, on découvre nos fameuses natures mathématiques immuables. Étape 2, on réalise que nos idées claires et distinctes sont vraies. Mais l'étape 3, c'est le point culminant. Comment être sûr à 100% que notre esprit n'est pas conçu à l'envers pour se tromper? C'est là que la certitude de la géométrie vient s'appuyer sur l'existence d'un Dieu, un créateur parfait.
Un être infiniment bon ne nous aurait pas doté d'une intelligence qui se trompe systématiquement devant une évidence mathématique pure. Il l'écrit noir sur blanc, regardez bien. La certitude même des démonstrations géométriques dépend de la connaissance d'un Dieu. Pour Descartes, la métaphysique et les mathématiques sont intimement liées. La garantie absolue que 2 plus 3 font 5, ça repose entièrement sur l'idée qu'un être suprême valide la fiabilité de notre raisonnement quand celui-ci est parfaitement clair et distinct. Cette analyse nous laisse au final avec une réflexion super profonde. Comment nos pensées façonnent-elles le tissu de la réalité? Si l'essence du monde se découvre non pas en tâtant le monde physique avec nos sens, mais en plongeant dans les concepts mathématiques immuables de notre intellect, quelle est la véritable frontière entre notre conscience et l'univers qui nous entoure? C'est une idée monumentale. Merci d'avoir suivi cette explication avec autant d'attention et gardons l'esprit bien ouvert pour nos prochaines découvertes.